On est dans les années 1950 à Montgeron, en banlieue parisienne. Un pavillon tranquille, entouré de jardins et de haies parfaitement taillées, cache un secret que personne ne soupçonne. Dans la cave, à l'abri des regards, des cartons s'entassent, un malaxeur ronronne doucement et des presses rotatives et divers outils artisanaux tournent, témoins silencieux d'un travail obsessionnel. Là, un homme s'affaire avec une précision presque maniaque, mesurant chaque détail, ajustant chaque plaque, corrigeant chaque nuance d'encre. Cet homme, c'est Czeslaw Bojarski. À l'extérieur, il est discret, silencieux, presque invisible. Ses voisins le croient en voyage ou occupé dans des petites occupations banales. Car jamais il ne laisse filtrer le moindre indice sur ce qui se trame dans sa cave. Sa femme le croit représentant de commerce et ignore tout de ses activités nocturnes. Pourtant, derrière cette apparence de banalité, il s'apprête à accomplir ce que personne n'a jamais vu. Produire des billets de banque si parfaits que même les experts de la Banque de France seront trompés pendant plus de 10 ans. Ce qui lui vaudra le surnom de Cézanne de la fausse monnaie. Son histoire, incroyable et pleine de suspense, a traversé les décennies et vient tout juste d'être portée à l'écran dans le film L'affaire Bojarski, avec Reda Kateb dans le rôle principal. Une histoire de patience, de minutie et d'audace qui défie toute imagination. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Czeslaw Bojarski naît le 15 octobre 1912 à Łądków, en Pologne. Orphelin de mère, il grandit dans un contexte difficile, mais développe très tôt un esprit curieux et méthodique. Selon ses dires, il poursuit des études à l'école polytechnique de Łódź, puis à l'école supérieure technique de Gdańsk, dont il sort diplômé en 1939 comme ingénieur architecte. La Seconde Guerre mondiale bouleverse sa vie. Officier dans l'armée polonaise, il est fait prisonnier en Hongrie, mais parvient à s'évader et trouve refuge en France. Il s'installe d'abord à Vic-sur-Cère, dans le Cantal, où il rencontre sa future épouse, Suzanne Tessèdre, avant de poser définitivement ses valises en région parisienne. Loin de se contenter d'une vie ordinaire, Bojarski se lance dans des inventions variées. Bouchons, fauteuils tournants, rasoirs électriques. Mais, souvent trop en avance sur son temps, il est devancé et voit ses projets refusés ou échouer. En 1948, alors installé à Bobigny, Bojarski aménage dans un débarras un atelier secret. Là commence sa carrière de faussaire. Ses premiers efforts se concentrent sur le billet de 1000 francs type 1945, Minerve et Hercule. Avec un soin extrême, il fabrique lui-même son matériel et ses encres, perfectionne ses techniques de gravure et de typographie et produit ses premiers billets pour, selon lui, des achats modestes du quotidien. Sa minutie lui permet d'écouler ses billets presque sans erreur. Et dès janvier 1951, la Banque de France signale la circulation de ces billets bleus quasi parfaits. Les fausses coupures affluent lentement mais sûrement dans le pays et sont difficiles à distinguer des authentiques, même pour des experts. À partir de 1958, Bojarski se tourne vers le billet de 5000 francs type terre et mer, qu'il diffuse avec la même rigueur. Toujours seul, voyageant la nuit pour écouler ses créations et n'ayant recours à aucun complice. Cette approche solitaire contribue à sa légende. Les experts pensent qu'une organisation criminelle puissante est derrière ces contrefaçons, alors qu'il ne s'agit que d'un seul homme, méthodique et patient. En novembre 1962, Bojarski commence la production des billets de 100 nouveaux francs type Bonaparte. Il s'agit de son chef-d'œuvre, fruit de plus de 10 années d'expérience et de perfectionnement. Car Bojarski ne se contentait pas d'imiter des billets, il reconstruisait intégralement leur processus de fabrication, comme s'il cherchait à rivaliser avec la Banque de France sur son propre terrain. Tout commençait par le papier, élément central et le plus difficile à reproduire. Refusant d'acheter le moindre matériel susceptible de le trahir, il fabriquait lui-même sa pâte à papier à partir d'un mélange précis de feuilles de cigarette OCB et de papier calque qu'il broyait, humidifiait, puis égouttait lentement afin d'obtenir une texture et une résistance proche du papier-monnaie officiel. C'est à ce stade qu'il réalisait le filigrane, directement intégré dans la masse, en jouant sur l'épaisseur et la transparence de la pâte encore humide, une prouesse que même de nombreux faussaires professionnels n'avaient jamais maîtrisée. Une fois le papier prêt, Bojarski passait à la gravure. Il partait toujours d'un billet authentique qu'il étudiait pendant des semaines, parfois des mois, à la loupe, notant les moindres irrégularités, les micro-défauts, les traits presque invisibles qui faisaient la singularité de chaque coupure. Il gravait ensuite ses plaques en cuivre et en zinc à la main, en taille douce, comme un véritable graveur professionnel, reproduisant non seulement les lignes visibles, mais aussi la profondeur et la pression du trait,
essentiel pour donner au billet son relief caractéristique. Il confectionnait lui-même ses encres, ajustant les pigments jusqu'à retrouver exactement les nuances officielles, puis imprimait chaque couleur séparément en plusieurs passages avec un alignement d'une précision extrême. La dernière étape était celle du vieillissement, sans doute la plus subtile. Bojarski refusait de produire des billets trop neufs, conscient qu'ils éveilleraient les soupçons. Il froissait légèrement le papier, le manipulait, parfois le salissait volontairement avant de le nettoyer partiellement, afin de reproduire l'usure naturelle d'un billet ayant déjà circulé. Cette attention obsessionnelle aux détails faisait que, même entre les mains d'experts aguerris, ces faux résistaient à l'examen. À tel point que, pendant plusieurs années, la Banque de France crut avoir affaire à une organisation étrangère extrêmement sophistiquée, incapable d'imaginer qu'un seul homme, travaillant seul dans une cave de banlieue, puisse maîtriser à ce point l'ensemble de la chaîne de fabrication du papier-monnaie. À ce jour, les billets Bonaparte fabriqués par Bojarski restent les seuls faux billets à avoir été échangés par la Banque de France, qui a remboursé les personnes qui les avaient reçus sans savoir qu'ils étaient contrefaits. Pourtant, malgré leur perfection, ces faux billets finissent par laisser une trace. Non pas par leur qualité, irréprochable, mais par leur répétition. À force de circuler pendant des années, les experts de la Banque de France commencent à remarquer des similitudes troublantes entre des contrefaçons, pourtant émises à des périodes différentes et dans des régions éloignées. Les mêmes micro-défauts, les mêmes infimes variations dans la gravure, les mêmes choix techniques se retrouvent sur plusieurs coupures distinctes. Les billets de 1000 francs, 5000 francs et 100 nouveaux francs présentent des indices communs, suggérant qu'elles sont de la même main. La surveillance s'intensifie et la police met en place un suivi minutieux des transactions suspectes. En 1963, l'erreur fatale survient. Une liasse complète de 10 faux billets Bonaparte est déposée pour l'achat du bon du Trésor dans un bureau de poste du 17e arrondissement de Paris. Les guichetiers, ayant été informés du signalement, repèrent un individu et alertent la police, qui remonte la piste jusqu'à Alexis Chouvalov et Antoine Dovguerd. Ces deux hommes, associés tardivement à Bojarski, le trahissent et révèle son identité, permettant à la police de localiser son pavillon à Montgeron. Le 17 janvier 1964, Czesław Bojarski est arrêté par les officiers de l'OCRFM, l'Office central pour la répression du faux-monnayage, dans son pavillon de Montgeron. La perquisition révèle un coffre contenant 72 millions de francs en vrais bons du Trésor. Et, après un incident avec un verre d'eau, la trappe de sa cave secrète est découverte, dévoilant son atelier clandestin et l'étendue de son œuvre. Bojarski, calme et méthodique, confesse ses activités, explique ses techniques et ne cache pas sa fierté pour le travail accompli. Il est condamné à 20 ans de prison, réduit à 13 pour bonne conduite, tandis que ses complices, eux, échappent à toute peine pour avoir facilité son arrestation. Pendant des années, il avait écoulé près de 300 millions d'anciens francs, parcourant la France en train de nuit, voyageant léger et toujours avec une discrétion totale. En 1978, alors que Bojarski et son épouse sont en vacances dans le Massif central, une fuite d'eau dans leur studio à Évry-Courcouronnes conduit les pompiers à découvrir 797 louis d'or et 10 lingots cachés derrière la cuisinière. Ces biens sont saisis pour indemniser la Banque de France. Affaibli par la maladie d'Alzheimer, Czesław Bojarski termine sa vie dans la misère et s'éteint le 2003 à l'âge de 90 ans. Sa maison de Montgeron, avec sa fameuse trappe, subsiste encore, symbole d'une histoire incroyable où un seul homme a trompé l'État français pendant plus d'une décennie. Et son destin continue encore de fasciner historiens et cinéphiles. Les billets de Bojarski, parfaitement imités, ont trompé un nombre incalculable de citoyens et de commerçants. Son œuvre démontre un mélange unique de patience, de talent technique et d'esprit artistique. Le Cézanne de la fausse monnaie reste un modèle fascinant de maîtrise, d'audace et d'inventivité, au point que son histoire a inspiré à la fois la fiction cinématographique et des expositions consacrées aux faux monnayeurs. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci. À bientôt et bienvenue sur Le Revenu.